une dernière question. Ah, est-ce que vous avez le sentiment que les parlementaires français s'intéressent au sujet? Monsieur, oui, ils s'y intéressent et ils ont des positions extrêmes. Attendez, j'ai bien compris la question et je vais essayer de la prolonger. Oui, je crois que les parlementaires français s'y intéressent. Madame, qui a quitté la pièce au début tout à l'heure, a dit que sa formation, enfin son camp politique, était plutôt favorable au TTIP. Mais après, il faut savoir sur quelle bonne ou mauvaise raison ceux qui s'expriment sont pour ou contre le TTIP. Et pardonnez-moi, il y a des gens il y a un groupe politique qui s'est exprimé contre ce traité de ces dernières semaines, qui a essayé de prendre le train en marche et qui est très hostile, qui fait partie des élus démocratiquement élus en France, qui, à mon avis, ne le fait pas pour de très bonnes raisons, alors pour le coup, pour des raisons proprement protectionnistes et de restriction du débat sur un débat strictement franco-français et d'enfermement français. Voilà. Mais c'est un débat qui, pour les parlementaires européens, français, existe. Là où je pourrais éventuellement vous rejoindre, c'est que je ne suis pas certaine que la composante nationale élue, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on soit encore complètement entré dans ce type de débat. C'est peut-être la seule chose sur laquelle je peux être vraiment tout à fait d'accord avec vous. Les difficultés que vous avez pour accéder à l'information, je vois pas comment eux peuvent s'impliquer dans bien plus. En même temps, les parlements nationaux vont être associés à cette discussion. Donc, ils le seront. Rien ne les empêche de se saisir dès maintenant. Et d'ailleurs, il y a des rapports, des rapports intermédiaires. Pardon ? Cette semaine, il y en a eu un. Il y a des discussions qui ont lieu. Il y a assez peu de publicité sur ceci, mais ils existent. À mon avis, ils ne sont pas complètement rentrés encore dans le vif du sujet parce que, comme on le disait tout à l'heure vis-à-vis de faut-il dire oui ou non à ce stade, ou faut-il dire qu'on est hors TAFTA quand on est une collectivité, le texte n'est pas finalisé, n'est pas défini. Donc, on y aura à s'exprimer sur un texte finalisé. Mais rien ne les empêche de le faire maintenant et de toute façon, ils auront à le faire plus tard. Ils ont une contribution à la fin de ce débat, mais rien ne les empêche, et ils l'ont encore fait cette semaine au travers de résolutions, rien ne les empêche de se saisir de ce débat. Une question pour rester sur les parlementaires et sur les conditions du débat. Est-ce que le fait qu'il y ait une loi qui a été votée sur le secret des affaires en passant par le 49.3 peut rentrer en collusion avec ce qui se passe à l'Europe ou pas? C'est juste... Excusez-moi, mais je pense que vous mélangez deux choses. La question du secret des affaires a été sortie de la loi Macron. Mais par contre, cette semaine, il y a une directive européenne qui a été adoptée par une commission du Parlement européen qui réintroduit la question du secret des affaires. Avec, si j'ai bien lu, mais j'ai pas eu le temps de travailler dans le détail, j'ai juste vu passer avec, si j'ai bien compris, ce qu'a fait la commission, qui est la commission jury, donc la commission juridique du Parlement européen, l'exclusion des sources journalistiques. Oui. Qui était la grande bataille menée notamment par Élise Lucet. Mais de toute façon, ce n'est qu'une commission, parce que la grande spécialité des médias en ce moment, c'est le Parlement européen a voté, les députés européens ont fait ça, c'est une commission du Parlement européen. Donc le choix sera fait au final par la plénière, comme sur le TAFTA. Mais... alors, j'ai pas l'habitude de défendre le gouvernement actuel, mais la question, ça m'étonnerait. La question, au contraire, creusez-fausse. La question secret des affaires a été sortie de la loi Macron. Je voudrais juste apaiser les inquiétudes de Madame Guillaume. Quant à la question de l'arbitrage, chacun sait, et on en a eu la preuve, que dans un arbitrage, on a affaire à des gens qui sont impartiaux, honnêtes, etc. On l'a vu dans l'arbitrage dont a bénéficié M. Tapie. Juste une seconde. Hein. Je ne pars pas dans un discours. Hein. C'était ironique. Permettez-moi de m'étonner, mais je vais être très, très rapide parce que votre temps est précieux. Vous avez oublié l'essentiel, c'est la symétrie concurrentielle liée au dollar. De tous les accords de libre-échange depuis le début, hein, le GATT, l'OMC, tous les accords bilatéraux, les ACR et même les APE,
À aucun moment, les Américains n'ont accepté que le dollar soit pris en compte. C'est une course à handicap, d'emblée. Et les marchés suivent la Fed, ils ne suivent pas la BCE, je vous le dis de suite. Voilà. Et vous avez oublié une chose aussi, parce que non, je réponds à la question Princeps. Vous avez fait un peu le Stratcom, vous n'avez pas parlé du chômage lié à l'accord de l'ALENA en particulier, qui a été chiffré. 700 000 chômeurs, avec un programme américain, ce que ne fait pas l'Europe d'ailleurs, de soutien aux travailleurs qui ont été mis sur la touche de par les accords de libre-échange. Celui avec la Colombie, celui avec la Corée et celui avec le Mexique, 700 000 chômeurs. Voilà. Et vous n'avez pas parlé des barrières non tarifaires, mais là, ce serait trop long. Bon, beaucoup de choses pour cette dernière question à plusieurs voix. Non, mais il n'y a pas que vous, monsieur, qui ayez posé la dernière question. Bon, sur le dollar, je m'inscris en faux contre ce que vous dites pour deux raisons. La première, c'est que la balance commerciale de plusieurs pays, dont l'Allemagne, montre que la parité d'échange n'est qu'un élément parmi d'autres. Et deuxièmement, on a toujours des intérêts économiques extrêmement divergents. Dès que l'euro est fort par rapport au dollar, on crie au loup en disant l'euro est horriblement fort, ça freine nos exportations. Dès qu'il commence à baisser un tout petit peu, comme c'est le cas aujourd'hui, on dit oh là là, il est trop faible, il faut qu'il remonte parce que, par exemple, ça renchérit le prix de l'énergie. Donc, je ne crois pas que ce soit un facteur essentiel en la matière, d'autant plus que l'euro est devenu, en peu d'années, une monnaie de référence mondiale également et qu'il se renforce d'année en année. En ce qui concerne l'ALENA, il y a deux personnes, vous et madame, avez fait référence à l'ALENA. L'ALENA n'est pas le modèle de référence du traité transatlantique, bien au contraire. C'est parfois, en l'occurrence, par exemple, pour ce qui est la question du gaz de schiste, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que nous ne ferons pas. Parce que précisément, toutes ces questions d'abus des clauses d'arbitrage qui conduisent à des résultats choquants dans des traités du passé, nous ne le voulons pas. Donc, moi, je voulais finalement finir de répondre globalement en disant nous avons énormément de points de vigilance, c'est vrai. Et ces points de vigilance sont très partagés en fait entre la Commission européenne et les parlementaires qui se sont exprimés aujourd'hui. On n'en tire pas nécessairement les mêmes conclusions, on n'a pas forcément les mêmes recettes. L'une dit il faut tout arrêter, une autre dit il faut faire différemment que ce que la Commission propose. La Commission écoute et elle infléchit aussi ses positions en fonction des débats qu'elle a. Madame Malmström, la commissaire chargée du commerce international qui négocie, a été voir les parlementaires français. Elle les écoute. Elle va voir très régulièrement le Parlement européen. Elle l'écoute. Et tout ça est un débat démocratique qui a lieu en continu et qui sera sanctionné à la fin par une décision démocratique qui ne sera pas prise par la Commission européenne, mais qui sera prise par les parlementaires européens et nationaux. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des points de vigilance qui sont partagés et que est-ce qu'on aura réussi ou pas sur ces points de vigilance à un résultat satisfaisant. Ce n'est pas nous, négociateurs de la Commission européenne, qui en déciderons. Ce sont vos représentants démocratiques au niveau européen et très probablement au niveau national. Voilà. Je voulais conclure la conclusion. Il y a encore une question. Non, peut-être juste une dernière question, si vous permettez, que je voudrais poser à M. Robin Champignol. Vous avez dit, lors de votre introduction, on ne négocie pas sur le droit des États à réguler. Mais est-ce que, finalement, ce traité ne porte pas en essence même une dérégulation, que ce soit sur la partie arbitrale, finalement, qui va amener des entreprises à influer sur le pouvoir des États, que ce soit en matière environnementale, sur la protection, la santé, et puis aussi sur l'harmonisation des normes, parce que j'ai la faiblesse de penser que le véritable enjeu, il est là quand même, c'est dans l'harmonisation des normes. Alors Madame Guillaume était optimiste en disant peut-être que ça permettra une harmonisation, mais il y a à craindre que ce soit une harmonisation qui ne se fasse pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ce ne soit pas forcément les meilleures des règles qui soient retenues. Et est-ce qu'on ne risque pas là aussi d'avoir une dérégulation par des secteurs industriels finalement qui pèseront aussi sur nos normes environnementales, tout ce dont vous avez parlé, évoqué, données personnelles, santé publique? Sur cette question de...
en écoutant votre seconde question, j'ai oublié la première. Elle portait sur quel sujet? Des régulations. Non, le tribunal arbitral, oui, d'accord. La dérégulation en général. Ah oui, c'était 2 fois. D'accord. C'est la même question sous 2 angles différents. Oui, 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 j'ai compris. J'ai compris. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. D'accord, non, j'ai bien compris, merci. Donc sur les 2 aspects de votre question, sur le premier aspect, le tribunal arbitral, la proposition de la Commission, c'est une proposition de faire un tribunal arbitral qui justement évite les abus, les problèmes, les failles qui ont été constatés à de nombreuses reprises dans les modèles traditionnels qui, encore une fois, sont en vigueur. Il en existe des milliers, y compris en Europe, des milliers rien qu'en Europe, de mécanismes de ce type. Parce que c'est un mécanisme très classique, hein, un mécanisme qui existe depuis des lustres et qui, justement, conduit à des abus. Donc, nous, la solution que du côté des commissions européennes nous proposons, c'est de mettre des garde-fous très clairs, y compris ce droit à réguler et le fait qu'on ne puisse pas invoquer le tribunal arbitral pour demander des compensations au titre de la protection légitime de l'environnement, de la santé ou des questions sociales. D'accord ? Maintenant, d'autres souhaitent des solutions plus radicales, et c'est un débat légitime qui est en cours, mais qui de toutes les façons ne vise pas à déréguler, mais au contraire à remédier à des failles que l'on a constatées dans les systèmes qui existent aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui concerne plus l'harmonisation, l'harmonisation n'est pas le mot-clé de ces négociations. C'est plus la reconnaissance mutuelle et éventuellement, effectivement, pour l'avenir, lorsqu'on peut éviter d'avoir des solutions différentes, lorsque voilà, des solutions techniques différentes alors qu'on pourrait aboutir au même résultat sans créer des divergences inutiles, qu'on obtienne les mêmes. Mais dans tous les cas, les mécanismes de coopération réglementaire ne visent pas à donner le pouvoir à des entreprises ou à des techniciens. Ce sera toujours les politiques qui vont réguler. Donc les règlements actuels, que ce soit les règlements environnementaux ou les règlements sociaux de l'Union européenne aujourd'hui, ne pourront pas être défaits par un traité transatlantique ou par des accords de niveau bureaucratique, puisque des lois ou des directives ou des règlements au niveau européen ne peuvent être amendés que par des parlementaires, que par l'autorité législative en Europe. Et ça ne changera pas avec le traité transatlantique. Donc toutes les garanties démocratiques que vous avez aujourd'hui sur notre niveau de protection environnementale et sociale demeurent, et ce sera entre les mains des parlementaires et des gouvernements, comme ça l'est aujourd'hui, d'augmenter ou pas nos niveaux de protection environnementale et sociale. J'espère que je suis clair dans ma réponse. Bien, je voudrais simplement vous remercier de votre présence et oui, si vous permettez. On va finir par non, c'est pas un truc à rebondissement permanent, parce que je voudrais répondre un peu à Madame, parce que je suis pas tout à fait sur la même position que Sylvie en la matière. Moi, je comprends que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, soient très pessimistes par rapport à ce qu'on a appelé le rêve européen. Hein? Moi, j'ai toujours été une Européenne convaincue. Hein? J'ai voté le traité de Maastricht, j'ai voté non au traité de Lisbonne. Je reste une Européenne convaincue. Pas pour cette Europe-là, pour une autre Europe, pour faire modifier les choses. Pourquoi ? Parce que moi, l'Europe à laquelle j'ai rêvé, c'était une Europe vers le haut, une Europe qui permettait aux pays d'avancer. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Il y a plein de choses, je suis sûre qu'on ne serait pas tous d'accord sur les analyses. Mais il y a un élément fondamental qui a changé. C'est la façon dont les pays dits de l'Est sont arrivés dans l'Union européenne et dont on ne les a pas accompagnés. Comme on avait accompagné l'Italie, le Portugal et la Grèce quand ils sont arrivés. On pourrait reparler de la Grèce, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et je crois que là, on a été au cœur d'une fracture à l'intérieur de l'Union européenne, avec des écarts sociaux, notamment entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, qui sont insupportables et qui sont la base même du dumping social entre les différents États européens. Donc, faire croire en un rêve européen, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, qui fait qu'on dresse finalement les citoyens européens les uns contre les autres, eh bien on marche sur la tête. Et pendant ce temps, les entreprises font leur marché. Elles vont dans l'État qui leur permet de payer le moins d'impôts quand elles en payent encore. Ça, c'est le dumping fiscal. Tout ça, ça détruit
le rêve européen. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement remettre le métier sur l'ouvrage. Il appartient aux citoyens. J'ai encore fait l'ouvrage sur le métier, pardon. Excusez-moi, quand je ne fais ça à l'appel quand je suis fatiguée. Et il appartient aux citoyens européens de se saisir du chose. Moi, je ne suis pas dans un fédéralisme BA. Parce qu'on est dans une idée de fédéralisme européen qui est un fédéralisme BA qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le vrai fédéralisme. Parce que le fédéralisme américain, qui est un vrai fédéralisme, ne dépossède pas les États fédérés de leurs compétences. Hein, quand on va au niveau, on rêve de fédéralisme européen, c'est déposséder les États-nations pour les renvoyer au niveau européen. T'as beaucoup de fédéralistes qui sont comme ça. Quand ça va dans le sens de plus d'Europe, c'est bien. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ça dépend ce que l'on donne à l'Union européenne. Moi, je suis prête à ce qu'on donne des compétences à l'Union européenne. Mais il y a des sujets sur lesquels elle a trop de compétences aujourd'hui. Parce que les États membres ont bien voulu leur donner. Il ne faut jamais oublier ça. Et sur la question parlementaires nationaux, parlementaires européens, moi, je suis frappée par une chose. C'est que le rôle des parlementaires nationaux, c'est de contrôler leur gouvernement quand ils vont s'exprimer à Bruxelles. Ce que font les Allemands, ce que font les Hollandais, ce que malheureusement ne font pas les Français. Parce que les parlementaires français, ils veulent absolument contrôler les parlementaires européens. Ce n'est pas leur job. On a la même légitimité. On a été élus au suffrage universel. Leur travail parlementaire français, c'est de voir ce que fait le gouvernement quand il va au Conseil de l'Union européenne. Et donc, si on arrivait à mieux travailler sur toutes ces institutions-là, je pense qu'on arriverait effectivement à pouvoir porter d'autres choses. Hein, moi, je regrette qu'aujourd'hui, accords de libre-échange se multipliant, parce qu'on a parlé le sujet aujourd'hui, c'était TAFTA, on a évoqué CETA avec le Canada, on pourrait aussi parler des accords de partenariat économique qu'on est en train de négocier avec les pays d'Afrique. Faire du partenariat économique au lieu des accords de coopération et de développement qu'on signait jusqu'à présent. On fait du partenariat économique, des accords de libre-échange pur et dur avec les pays d'Afrique qui sont parmi les plus pauvres du monde. Moi, je pense que l'Union européenne, elle marche sur la tête et qu'elle fait, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, pire que les États-Unis furent une dernière période. Et moi, je vais la semaine prochaine en Colombie. J'entends très souvent mes amis latinos qui expliquent qu'ils ont fait confiance à l'Union européenne pour se sortir de la main des États-Unis et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation quasiment analogue, voire pire.